Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous informer à travers cette grande édition des 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bienvenue à ce journal consacré dans sa grande partie à l'actualité dans l'arrière-pays. Plus de 37 000 victimes de violences sexuelles ont été recensées cette année en République démocratique du Congo. Un drame qui a trouvé écho à New York lors d'une conférence organisée par le bureau de la représentante spéciale de l'ONU sur les violences sexuelles en période de conflit et la République de Sierra Leone. En marge de la 80e Assemblée générale de l'ONU, la présidente, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a pris la parole pour défendre les survivantes, mais également les enfants nés de ces crimes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec images. Le suivi et le contrôle budgétaire de missions communes revolues au Parlement et à la Cour des comptes. La commission ECOFIN de l'Assemblée nationale et le président de la Cour des comptes se sont rencontrés pour harmoniser les vues sur l'exécution de la loi des finances, nous dit Blaise Boko Kassamza dans ce reportage. C'est dans cette ambiance pleine de cordialité que le bureau de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a été reçu par le président de la Cour des comptes. Les deux parties doivent travailler en étroite collaboration. Et là, nous sommes venus essayer de voir comment renforcer davantage la collaboration entre l'Assemblée nationale via la Commission ECOFIN et la Cour des comptes, qui, comme je l'ai dit, exécute aussi des missions de contrôle sur le terrain. Occasion pour la Cour des comptes, assistante et conseillère du Parlement ayant en partage le suivi et l'exécution de la loi des finances, de faire visiter différentes salles d'audience de cette juridiction. Son président insiste sur l'étroite collaboration. Nous sommes mis d'accord sur cette nécessité-là de faire fonctionner cette collaboration-là, et je crois que ça va servir le pays. Les honorables Guy Mafuta, Patrick Kitebi et Jonathan Biamisuka sont rentrés très satisfaits d'avoir eu ces échanges très fructueux alors avec la Cour des comptes. La grâce du chef de l'État, on en parle encore dans ce journal, devant l'Assemblée générale des Nations unies, a été saluée par l'ensemble des forces vives du Haut-Katanga. La vision Fachi rénovée s'est exprimée à ce sujet, images et commentaires. C'est un Félix Tshisekedi d'attaque avec un discours sans détour à l'occasion de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, dénonçant le silence de la communauté internationale face à ces conflits, mieux ce génocide qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. Et c'est ce message de fermeté que le tandem Kalimboui-Michel Kabwe, deux poids lourds de la province du Haut-Katanga, a répercuté auprès de la communauté fasciste de Lubumbashi. Le numéro 1 de la VFR a salué l'intervention du président de la République du haut de cette tribune qui a mis en lumière des défis majeurs sur la paix, la sécurité, le développement, le défi énergétique et l'environnement qui touchent la RDC, le continent africain, voire le monde. Kalimboui a expliqué à sa base des fascistes rénovés que dans cet élan patriotique, l'objectif est d'obtenir une paix juste, durable et vérifiable et non une accalmie factice et éphémère. Voilà pourquoi le patriote Kalimboui a demandé aux Nations Unies, comme l'a dit le chef de l'État congolais du haut de cette tribune, des sanctions ciblées contre les auteurs des crimes de génocide à l'est de la RDC. Et puis cette question, peut-on se servir de l'intégration de l'intelligence artificielle et de la data analytique dans la pratique de l'audit interne? La question a été évoquée lors de la deuxième journée de la 8e conférence annuelle de l'audit interne. Gaëtan Magalano. En ces deuxième jour de la 8e conférence annuelle, l'accent est mis sur l'intégration de l'intelligence artificielle et de la data analytique sur la pratique de l'audit interne. L'orateur argumente sur l'intelligence artificielle et son intégration dans l'audit. Pour lui, le personnel de l'audit interne doit être formé sur le risque de cybersécurité. L'intelligence artificielle, nous sommes en train de l'utiliser comme aujourd'hui nous utilisons l'ordinateur. C'est en fait un outil qui est mis à la disposition des professionnels pour aider à ce que nous puissions avoir les résultats attendus rapidement.
Et comme dans toute nouveauté technologique, ça représente des risques. Et c'est maintenant à nous, en tant que professionnels, d'identifier ces risques-là et de mettre en place le plan d'action pour les maîtriser. Des orateurs venus de l'Australie aussi, ceux de l'Émirat Arabes Unis, ont tiré leur intervention autour de la thématique centrale. J'ai intervenu pour parler de l'expérience tunisienne en matière d'implémentation de nouvelles normes d'audit interne de 2025. Ces participants résument l'importance de ces types de rencontres. C'est toujours un réel plaisir de s'enrichir, d'acquérir un peu plus de connaissances sur ce qu'on avait et même sur ce qu'on ne connaissait pas. Alors les 2 premiers jours ont été top. C'est vendredi, intervient le tout dernier panéliste avant la clôture de 6 assises placées sous le haut patronage du ministère de Finances. Évaluation de l'année académique 2024-2025 à l'ISIPA, le président directeur général de cet institut a organisé un séminaire de renforcement des capacités des professionnels de l'informatique. Chimène Dondo pour des explications. L'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA lance pour la première fois son leadership sur les séminaires institutionnels de bilan et de préparation académique. La rentrée académique 2025-2026 de l'ISIPA constitue une étape stratégique pour renforcer la qualité de l'enseignement, la cohésion organisationnelle et la conformité aux normes institutionnelles et réglementaires. Objectif, faire un bilan participatif de l'année académique 2024-2025 et tirer de leçons utiles pour l'avenir. Le séminaire vise à la fois à capitaliser sur l'expérience de l'année écoulée et à offrir une vision intégrée et opérationnelle pour assurer la préparation efficace de la rentrée académique 2025-2026. C'est pour le bien-être de la population, de la jeunesse, notre jeunesse. Parce que cela implique une formation de qualité, cela implique un personnel de qualité, les personnels, les enseignants, les administratifs. Cela implique les salles de machines, les laboratoires à la hauteur, ce que nous avons déjà réuni aujourd'hui. Donc nous allons aller vers cette mission-là. Et je pense avec toute mon équipe, nous allons y arriver. Je crois que c'est un challenge. Je remercie Monsieur le PDG pour le challenge. Je suis quasi certain, avec la bonne volonté de toute l'équipe, on va réussir à concrétiser ce projet. Les séminaires ne se limitent pas à un simple exercice de planification. Ils visent à transformer l'expérience de l'année académique 2024-2025 à un levier stratégique pour bâtir une rentrée académique meilleure. Santé à l'occasion de la journée de la contraception célébrée ce 26 septembre, l'AIPAS RDC a organisé une journée d'échange et de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive de la femme. Les autorités coutumières ont été associées pour atteindre la population autochtone Tekeumbu. À Kinshasa, l'organisation AIPAS RDC a réuni les chefs coutumiers et les leaders communautaires pour une journée de sensibilisation sur la contraception et la planification familiale. Objectif, impliquer les autorités traditionnelles dans la promotion de la santé publique et du développement communautaire. Dans de nombreuses communautés, la parole des chefs coutumiers reste une référence. Leur implication est donc déterminante pour briser les tabous et encourager l'adoption des méthodes contraceptives. Les leaders traditionnels sont des relais incontournables. En s'appropriant les messages, ils contribuent à réduire les grossesses non désirées, à améliorer la santé maternelle et à favoriser le développement. À notre époque, les naissances étaient très espacées, 3 ou 4 ans pour une nouvelle naissance. Nous allons sensibiliser nos populations pour les aider à comprendre ces messages. yango ebendisi konsekansi makasi na Congo. En tout cas na sepeli makasi ndenge babimisi makambo nyonso ya kobota na bokebi nyonso kobatela sante ya bomama babimisi bakisi ya lolenge na lolenge biso bankumwa mabele ba contacter biso ba zone de santé tchame pa na biso. Nous les chefs de terre, nous sommes associés pour relayer les messages à nos populations. Nous allons associer les centres de santé et les centres de référence.
Un message fort qui pourrait transformer les comportements sociaux et culturels. Pour AIPAS RDC, l'adhésion des autorités coutumières marque une étape clé pour la promotion dans la contraception au service de la santé et du progrès des communautés. Et en Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyanka Chama, a séjourné dans les territoires d'Irumu, accompagné de la représentante adjointe de la MONUSCO. Le chef de l'exécutif provincial a inauguré le bureau de la police et le centre de santé des Tchabi. Reportage. Arrivée du gouverneur militaire de l'Ituri à Tchabi et Boga, accompagné de la responsable numéro 2 de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO, les chefs de la chefferie de Bahema Boga et Bahema Tchabi ont relevé les défis majeurs auxquels ils font face, dont la sécurité, les routes et la communication. Le numéro 1 de l'Ituri a répondu aux desiderata des représentants de ces entités. La présence de l'État. Il y a 2 ans, nous sommes arrivés ici, il n'y avait aucun bâtiment pour, n'est-ce pas, la police. Ce bâtiment ici avait été incendié. Nous avions promis à cette population de vivre dans une parfaite cohésion. Vous savez, cet ennemi qui vient déranger ici, ce n'est pas un ennemi qui vient de loin. C'est un ennemi qui part des populations ici, qui va en brousse, qui prend les armes et qui revient. Et donc j'ai demandé à cette population de vivre en paix, de s'entendre. Parce que s'ils sont ensemble, ils vont faire barrage à cette menace des ADF et autres là. Le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny a également coupé les ribbons symboliques du bureau du commissariat de la chefferie de Tchabi et de ce centre de santé, des travaux financés par la MONUSCO. Occasion pour Madame Van Deper, représentante adjointe de la MONUSCO, de renouveler l'appui de la mission à l'administration militaire. La MONUSCO est là pour appuyer les autorités et inclure les services médicaux tant que nous pouvons. Et c'est un grand plaisir d'avoir eu quelques QIPs, Quick Impact Projects, pour assister aux bénéfices de la population. Ces deux entités renaissent aujourd'hui grâce à la restauration de l'autorité de l'État par les forces armées. Le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny a encore rappelé le message de la cohabitation pacifique entre les communautés en vue de développer ces entités coutumières. Mutono, c'est le chef de guerre qui a été arrêté à Moba dans les Tanganyika. Il a été présenté à la presse et transféré à Kalemi pour la suite de la procédure. D'autres explications, c'est dans ce commentaire. Récemment capturé par les forces de l'ordre et ramené à Kalemi, le chef rebelle Mutono, qui s'aimait la terreur à Luike dans la chefferie Kansabala, territoire de Moba, a été présenté à la presse ce jeudi 24 septembre 2025 par le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba. Malgré les nombreux appels à la reddition lancés par l'autorité provinciale, Mutono avait persisté dans la voie de la défiance, mais sa cavale s'est soldée par une arrestation. Nous faisons de notre mieux pour lancer un appel à tous ceux-là qui prennent les armes pour une raison ou une autre de sortir de la brousse. Celui qui résiste, il se rencontrera avec la force légale. Donc l'armée, FARDC, nos services. Donc nous n'allons pas baisser nos bras. Aussitôt que nous terminons avec Moba, et nous avons ceux qui sont à Nyuzu, nous leur demandons également de sortir de la brousse. Face au gouverneur, l'ancien chef rebelle est passé aux aveux, révélant les identités de plusieurs complices et dénonçant ce qui l'aurait dissuadé de se rendre volontairement. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba lui a prodigué des conseils empreints de sagesse avant de le remettre aux autorités judiciaires pour la suite de la procédure. Son arrestation envoie un message clair à tous les groupes armés encore actifs. Le temps de la guerre est révolu au Tanganyika, place à la paix et au développement. Et dans la province de Maïndombe, la sécurité s'est construite à partir de la base. Pour ce faire, les autorités locales se sont appropriées les textes légaux portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité sur le terme d'un atelier organisé à Inongo. Fifi Mukundi nous explique.
3 journées consacrées au partage d'informations et d'expériences se sont tenues à Inongo, dans la province de Mai-Ndombe. L'objectif, renforcer la gouvernance sécuritaire à partir de la base. À l'issue de cette session, les autorités territoriales disposent désormais des meilleurs outils pour collaborer étroitement avec la population. Maires, bourgmestres, chefs de quartier, de rues et de villages, tous ces responsables des comités locaux de sécurité sont appelés à jouer un rôle central dans la collaboration des initiatives sécuritaires, en étroite collaboration avec les citoyens. Mais aujourd'hui, vraiment, nous avons la matière. Surtout nos missions, c'est-à-dire de sécuriser nos avenirs pour donner les rapports à nos EH. J'exécute des tâches préparatoires pour les chefs des quartiers et lui transmets le rapport. Les réunions du comité local de sécurité. Avant, nous ne les faisions pas très régulièrement. Nous avons appris que ça doit se faire hebdomadairement. C'est chaque semaine au moins une fois. Portée par le ministère de l'Intérieur, cette démarche vise à répondre aux défis persistants en matière de sécurité, de salubrité. Elle repose sur les textes légaux en vigueur et met l'accent sur la structuration des comités provinciaux et locaux de sécurité. Nous avons été remis à niveau par rapport à toutes ces nouveautés que nous venons d'apprendre en matière de gouvernance sécuritaire. Vraiment, nous avons appris beaucoup de choses en termes de la gestion de la sécurité dans notre chère province. S'ensuivant la remise officielle des brevets aux participants et le lancement de la vulgarisation des textes légaux encadrant la création, l'organisation et le fonctionnement des comités de sécurité sous la présidence du vice-premier ministre en charge de sécurité, Jacquemin Chabani Louko. Il s'est tenu du 24 au 25 septembre en cours à Lubumbashi un atelier en vue de la collecte des informations pour l'élaboration du rapport ITIE 2023. D'autres détails dans ce reportage. C'est pour accroître la transparence dans le secteur des ressources naturelles et renforcer la redevabilité des parties impliquées dans la gouvernance que l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE RDC organise un atelier dans la salle Aroupé, située sur l'avenue Kilela Balanda, pour lancer la collecte officielle des données en vue de l'élaboration du rapport ITIE 2023. Pendant 2 jours, les participants à cette séance de travail constitués de membres de la société civile, des entreprises minières ainsi que des institutions étatiques ont réfléchi afin de trouver des mécanismes pouvant faciliter la collecte des informations requises tout en demandant aux participants d'améliorer la qualité de ces rapports. Animé par le coordonnateur national de l'ITIE RDC, Jean-Jacques Kayembe, ce rapport qui sera publié incessamment conformément aux normes ITIE contribuera sans doute à la lutte contre la corruption et surtout promouvoir le développement durable. Nous sommes appelés, nous sommes déployés sur toute la République pour aller sensibiliser et travailler avec les parties prenantes qui déclarent à l'ITIE, les entreprises minières et des hydrocarbures et aussi toutes les administrations pour qu'ils fassent leur déclaration qui va nous permettre d'élaborer notre rapport ITIE 2023. Saisissant l'occasion, Gilbert Deningaidi, expert ITIE RDC, a présenté aux participants un logiciel TSL ainsi que des règles de remplissage des formulaires de déclaration. Ouvert le mercredi, c'est ce jeudi 24 septembre 2025 que s'est clôturé cet atelier organisé sous un financement de la Banque mondiale à travers le projet Encore et IDA. Et dans le Haut-Ouélé, l'Office des voiries et drainage est en train de curer des caniveaux d'eau importants ont été inaugurés afin de permettre le coulement des eaux. Regardez. Un ouf de soulagement pour les populations des agglomérations d'Ndoubala 1 et 2, prolongement de la cellule Raquette, commune Coupadon, la ville d'Issiro, avec les travaux de construction des dés d'Allo pour relier les différents coins et faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. C'est au terme des travaux exécutés simultanément par l'Office des voiries et des drainages, OVD, avec l'appui du national pour l'entretien routier. L'ouverture de la circulation sur ces dallos s'est déroulée à présence des équipes de l'OVD, du Bureau technique de contrôle, mais aussi du ministre provincial des infrastructures et travaux publics du Haut-Ouélé. Le directeur provincial de l'OVD, Simon Mbambo, explique. Nous remercions d'abord le président de la République et notre gratitude aussi à son excellence, monsieur le gouverneur de province, qui a fait le lobbying pour que nous puissions avoir le financement de ces projets. Nous remercions également
les FONER qui a disposé les moyens, également notre direction générale de l'OVD qui s'était impliquée. Les travaux que vous voyez ici, ce sont des travaux que nous avons réalisés comme quelqu'un qui est en train de construire sa maison propre. Les 2 ouvrages nous ont pris 3 mois exacts comme c'était prévu dans les délais. Ces ouvrages peuvent faire 30-40 ans sans problème. Ce que vous voyez ici, c'est la première phase des travaux. Il y avait un Ndoubala 1 et un Ndoubala 2. La population, c'est de s'approprier de ces ouvrages. Un motif de satisfaction pour le chef de cabinet du ministre provincial des Tutelles qui s'en réjouit dans la mesure où ces travaux accompagnent la vision du chef de l'État telle que recommandée par le gouverneur Jean Bakomi Togambou. Notons qu'à ce jour, le programme de l'OVD s'emploie à stopper net la tête d'érosion située juste en face de l'université de Louélé, toujours dans la commune Koupa. Le gouverneur de la Lomami a de son côté également lancé officiellement les travaux d'entretien routier. Le go a été donné au territoire des Kamiji. Les explications dans ce reportage. Financés à hauteur de 50% par le Fonds national d'entretien routier FONER, ces travaux seront exécutés par l'Office des routes sous les contrôles du Bureau technique des contrôles BTC et concernent plusieurs axes stratégiques, a précisé l'ingénieur Guy Bravongoï, directeur provincial de l'Office de route Lomami. Le programme d'entretien routier 2025 a retenu les projets suivants. Le travaux de la remise en état de la RN 40 tronçon Mwenedi Tourlo-Keshi. Entretien de la route provinciale 815 juxtaposée à la 814. Kabinda Kamende Mani. De lutte anti-osive au site Néo, situé au PK 3+300 sur la RN 40 tronçon Mwenedi Tourlo-Keshi. De réhabilitation du pont Ekouloui de 12 mètres situé dans le territoire de Lubao. Sur la RN 40 où a eu lieu le lancement officiel, l'ingénieur Guy Bravongoui a présenté en détail la fiche technique des travaux. Le reprofilage rapide sur 60 km, le reprofilage avec apport des matériaux sur 11 km, le purge bourbier, le remblai d'emprunt et les travaux d'assainissement de la route. Il a également salué la priorisation de cette route par le président de la République Félix Tshisekedi, dont la vision est portée par le directeur général de l'Office des routes, le professeur Janoki Kangalangoy. Dans son allocution, le gouverneur Huron Van Kalumbo Moussoko a rendu hommage au président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'au gouvernement suminois pour avoir inscrit la réhabilitation de la RN 40 et la lutte anti-érosive parmi les priorités. La politique de l'agriculture durable dans la province du Maniema, plus précisément à Kindu, doit être vulgarisée. Un atelier a été ouvert dans ce sens et à l'issue de cette rencontre, les acteurs clés du secteur agricole ont reçu des exemplaires de ce document version Swahili. Regardez. Arrivé à Kindu le 21 septembre 2025, la délégation du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire venue de Kinshasa vient d'organiser ce jeudi 25 septembre 2025 un atelier provincial de vulgarisation de la politique de l'agriculture durable dans la province du Maniema. Précisons que c'est le ministre provincial de l'Agriculture, Hassani Somwe Binchoma, qui a lancé ces travaux en faveur de 40 participants venus de l'administration de l'agriculture, des partenaires financiers et de la communauté locale. Le directeur Issa Saïdi Maïron et Salomo Siangoli Salomon ont tour à tour présenté les parties de la politique de l'agriculture durable avant la distribution des exemplaires du document de la politique de l'agriculture durable, version Swahili aux acteurs clés du secteur agricole. Doit-on reprendre le travail de délimitation fait par l'Institut géographique congolais entre les provinces de la Tchopo et du Haut-Ouélé? Les élus provinciaux du Haut-Ouélé étaient sur la zone frontalière pour en savoir un peu plus. Cédric Kenina. C'est une sonnette d'alarme lancée depuis les territoires de Ouamba par Maître Motombo Madilou Prosper Salomon, député provincial UDPS du Haut-Ouélé, à la tête d'une délégation composée d'élus, des membres du gouvernement provincial et d'autres autorités administratives. Il s'est rendu sur le terrain pour superviser les travaux de délimitation menés par l'Institut géographique du Congo. Les experts de l'IGC auraient commencé les prélèvements de coordonnées géographiques sans la présence de la délégation du Haut-Ouélé. Ils ont commencé les travaux à notre chance. Ils ont commencé à prélever les coordonnées géographiques et nous ne savons même pas là où ils ont commencé. Alors que c'était quelque chose qui devait se passer par la présence des deux provinces. Et nous avons vu seulement la fin des travaux, mais les débuts des travaux, là où ils ont pris les coordonnées géographiques,
sur la route Mambati. Alors maintenant, nous serons obligés de recevoir les résultats. Je ne sais pas si les résultats seront contestés ou pas, parce que dès le départ, ça a été biaisé. On ne sait pas si ces résultats qui vont sortir auront quel impact. Nous confions seulement qu'on peut quand même leur donner un crédit, mais la procédure a été biaisée, d'autant plus qu'on ne devait pas procéder de cette manière. La balle est désormais dans le camp des autorités nationales pour garantir une issue juste et consensuelle à ces dossiers administratifs. Réhabilitation de la route provinciale numéro 213 dans la province de Maïndombe. Les travaux ont déjà débuté. Ces travaux sont financés par les fonds et exécutés par l'Office des routes. Regardez. Dans un futur proche, les utilisateurs de la route provinciale numéro 213, tronçon Kirimpenzo-Losofi, ne connaîtront plus de difficultés pour leur circulation grâce au lancement officiel des travaux de construction de quelques ponts et dallos pouvant relier deux provinces sœurs, notamment celle du Maïndombe à partir du territoire de Kiri et celle de l'Équateur à partir de Mbandaka. Lors du lancement officiel des dits travaux, le directeur provincial de l'Office des routes Maïndombe, Patrick Monsong, a fait savoir que ces travaux consisteront à l'implantation, à la fouille, au bétonnage, la pose des semelles de fondation, la construction des culées à béton cyclopéen, la construction des miranelles, la construction des dalles de transition, la peinture et enfin l'implantation des panneaux de signalisation. Le gouverneur de la province de Maïndombe, Lebon Kosokevane, a pour sa part rendre un vibrant hommage au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de déployer des efforts pour que nos routes soient construites et entretenues. Je ne saurais terminer mon propos en remerciant les responsables de l'Office des routes qui sont venus pour qu'ensemble nous puissions lancer ces travaux. Il s'est précisé qu'une forte délégation de l'Office des routes et du Bureau technique de contrôle BTC du niveau national, ainsi que quelques responsables des mêmes services venus de Mbandaka à la province d'Équateur, ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie officielle. L'unité de tous les membres de l'UDPS est désormais une réalité. C'est le résultat de l'initiative du patriarche Raphaël Kapambou qui sensibilisait la base sur l'unité. C'était à la matinée des sensibilisations à la Fédération de la Tchango. Reportage. L'unité de tous les cadres, les combattants et les combattantes des différentes bases de l'UDPS est le gage du progrès de ces partis présidentiels. La cohésion de l'UDPS est le cheval de bataille du patriarche Raphaël Kapambou, secrétaire honoraire, pionnier et compagnon du Sphinx de Limité et fondateur de l'UDPS, le patriarche Étienne Tshisekedi Mulumba. Pour Raphaël Kapambou, l'unité du parti permettra à tous les membres de ce parti d'appliquer à la lettre l'idéologie prônée par le patriarche Étienne Tshisekedi Mulumba. À la matinée des sensibilisations des combattants de la Tchango, il a explicité les biens fondés de son message d'unité. Il a insisté sur le fait que la cohésion permettra au parti présidentiel d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de baliser la voie de 2028. Il s'est dit très satisfait du fait que son message a porté des fruits. La dynamique pour l'unité et la survie, il y a l'UDPS. Gestionné dans les 4 fédérations du parti pour prêcher l'unité de la base du parti. Ma joie aujourd'hui est que ce message a été repris au plus haut niveau du parti et j'en suis le plus heureux. Tous les hauts cadres et les combattants de l'UDPS sont désormais unis et déterminés de porter haut l'étendard du parti. Et pour terminer, une centaine de femmes se retrouvent pour parler un langage commun autour du sport. La première édition de la course féminine a été lancée dans la commune de Lancelé dans le but d'aider la jeune fille de cette partie du pays à prendre soin de sa santé mentale, mais également et surtout de se divertir. Mireille Ndeke. C'est une première édition qui pose ce marque dans la commune de Lancelé. La course féminine a rassemblé plus ou moins 100 jeunes filles issues de divers horizons, parmi elles des filles mères aussi désœuvrées, les sports utilisés comme outil d'encadrement.
Une activité qui porte l'insigne du collectif des organisations de la société civile des secteurs de l'éducation, la santé et l'agriculture. La députée Marie Moutinga-Kette, présidente du conseil d'administration, donne les raisons de cette activité qui se veut un cadre d'échange, d'encouragement et de partage. Les jeunes filles congolaises sont souvent complexées et surtout lorsqu'elles n'ont pas étudié. Et nous voulons, à travers nos formations, les aider à devenir des filles responsables, capables de contribuer aussi au développement de la communauté. Je suis un peu, comme on dit, l'image pour amener les jeunes filles à pouvoir aimer les sports, pratiquer les sports. Donc c'est vraiment important pour moi de commencer déjà à sensibiliser les filles ici présentes. Gagnante de la première édition, Esther Balali remercie l'organisatrice et sensibilise aussi ses pairs. Développement de la communauté par le sport, sensibilisation de la jeune fille de Lancelé à travers cette œuvre, le collectif des organisations de la société civile des secteurs de l'éducation, la santé et l'agriculture veut mettre la femme au centre du développement de la RDC, souhait du chef de l'État, champion de la masculinité positive. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Au nom de Pati Tondouangou, Yolande Vokar, Madame Poki, Nana Mozazibo et Derrick Silimou, nous vous remercions de l'avoir suivi. 20h, Gaëtan Magalano sera là pour la suite de l'actualité. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, très bonne suite de programme sur nos antennes.